Donc, je remercie donc, la commission congrès infirmier de m'avoir invité. C'est la deuxième année qu'on fait ça, hein, tous les trois. Alors, soit ça veut dire que ça n'avait plus l'année dernière, soit ça veut dire qu'il n'y avait pas assez de gens l'année dernière et qu'on espérait plus de gens pour... Bon. En tout cas, les plus motivés sont là et je vous remercie. Alors, moi, je vais vous traiter, après les deux exposés précédents qui étaient bien, qui vous ont bien mis en scène le problème de la lecture d'articles, comment éviter des pièges, parce qu'il y a des pièges parfois. Et même dans des très grands journaux. Vous savez que nous sommes, en tout cas en médecine, très attentifs aux essais publiés dans des grands journaux. Alors, les grands journaux, ce n'est pas bien sûr par la taille, mais c'est par le niveau scientifique. Et un des grands journaux qu'on lit volontiers, c'est le New England Journal of Medicine. C'est un des journaux les plus cotés, en tout cas en médecine et en réanimation également, et sortent des essais randomisés, par exemple, qui peuvent modifier nos pratiques. Et souvent, ces essais sont en aveugle, sont contrôlés, randomisés, comme ça a été déjà énoncé par le professeur Boadma. Et juste pour vous rappeler qu'un essai en double aveugle ou en double insu, c'est que ni les soignants ne connaissent le traitement pris quand c'est un traitement. Et bien sûr, ça prend en compte le fait qu'il y a un double aveugle, l'effet placebo qui joue parfois pour environ 10 à 20% de l'effet thérapeutique, toute classe de médicaments ou de traitements confondus. Et bien sûr, ça évite de favoriser le nouveau traitement, si on croit qu'il est meilleur que le contrôle, ou bien même l'inverse. Mais ça concerne essentiellement les médicaments, parce qu'il est possible d'arriver à avoir un placebo d'un médicament. Et bien sûr, c'est assez peu adapté aux stratégies thérapeutiques complexes et aux procédures utilisées en réanimation. Si on veut comparer, je dirais, je ne sais pas, l'hémodialyse pour une insuffisance rénale aiguë à l'hémofiltration, vous voyez bien qu'on ne peut pas faire ça en aveugle. On est obligé, même si on tire au sort, bien sûr, les patients, si on fait une étude randomisée, ben, on va connaître forcément le traitement de l'un ou de l'autre des patients. Donc on utilise assez peu le double aveugle, en réel. Alors, je voudrais insister un peu, ça a été dit, mais je voudrais insister un peu sur un point. Vous voyez, 4 points seulement. J'ai 4 points à développer. J'espère que je vais arriver jusqu'au bout de 15 minutes. C'est stressant, l'histoire des... Vous voyez, le truc qui défile. Hein, bon. Calcul du nombre de sujets nécessaires avant l'étude. En fait, avant de faire une étude, il faut faire un pari pour savoir combien de patients faut inclure dans un essai, notamment randomisé. Il faut un pari sur le sens et l'importance de l'effet. C'est-à-dire on veut parier sur une amélioration, par exemple, de la survie en réanimation. Donc il faut parier sur également l'importance en termes de degré de réduction de mortalité, par exemple. Et bien également, il faut parier sur le niveau de l'effet du contrôle, c'est-à-dire quelle serait la mortalité du groupe contrôle, pour qu'on puisse espérer une réduction de mortalité du groupe intervention, du groupe traitement qu'on veut examiner. Et donc, en fonction de tout ça, il va y avoir un calcul du nombre de sujets nécessaires. Et par exemple, pour avoir 80 à 90% de chances d'observer l'effet escompté, c'est ce qu'on appelle la puissance, et également pour avoir moins de 5% de chances de conclure à tort que le traitement étudié est meilleur que le contrôle, c'est le risque alpha. Alors je vais essayer d'être un peu plus clair, parce que ça c'est de la théorie, et vous donner des exemples d'études assez récentes qui ont été publiées dans des grands journaux. Ici, c'est une étude qui s'appelle Arise et qui avait comparé 2 attitudes thérapeutiques au cours du choc septique dans la phase précoce. Une attitude qui était de faire un traitement standard, remplissage, vasopresseur, etc., mais suivant des critères standards hémodynamique. Et puis l'autre, où on voulait guider son traitement en fonction de la SVO2, ou de la saturation du sang veineux central en oxygène. Peu importe la signification, simplement on avait un paramètre de jugement et on voulait guider le traitement. Si la SVO2 est basse, on augmente le traitement. Si elle n'est pas basse, on s'arrête en gros. Et donc c'est un essai conduit dans 51 centres, c'est pas rien, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ça c'est eux qui ont écrit, hein, je l'ai écrit en français, mais ils l'ont écrit en anglais bien évidemment. Nous avons randomisé des patients se présentant aux urgences pour choc septique pour être soumis soit à un protocole de soins guidé sur la SVO2, soit à un protocole de soins standard. Et
ils avaient calculé l'échantillon, c'est le nombre de patients nécessaires, et ils avaient basé leur raisonnement sur le fait que dans le groupe contrôle, ils pariaient sur le fait qu'il y aurait 38% de mortalité à 90 jours. 38% de mortalité à J90. Et ils avaient parié que le traitement, s'il était efficace, le traitement, c'est-à-dire le groupe guidé sur la SVO2, eh bien, devait réduire de 20% en risque relatif la mortalité, c'est-à-dire de 7,6% en risque absolu. C'était le pari qu'ils avaient fait, et à partir de là, ils avaient donc inclus 1600 patients. Ils avaient dit, pour cet objectif-là, il faut 1600 patients. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que finalement, le protocole de soins guidé sur la SVO2 n'a pas réduit la mortalité à J90. Et c'est la conclusion que tout le monde va voir, parce qu'on lit souvent la conclusion. Ça, c'est la conclusion de l'article. Bon, il est en français, mais c'est écrit en anglais, j'ai traduit. C'était pas trop dur. Bon. Et donc, on va dire, ben voilà, ça ne réduit pas. Mais il faut bien regarder que la mortalité qu'ils ont trouvée, à la fois dans le groupe contrôle et finalement dans le groupe traitement, elle est que 19%. Or, ils avaient parié que la mortalité du groupe contrôle, ce serait 38%. En gros, la moitié. Et donc, bien évidemment, le calcul d'effectif a été mal évalué, mal anticipé, et finalement, cette étude manque de puissance. Il faudrait en fait le double de patients pour qu'on puisse être dans les clous en termes de méthodologie convenable. Un autre exemple, c'est une étude française, cette fois-ci, ce n'est pas publié dans le New England, mais dans un autre journal qui est correct en termes d'impact facteur, de valeur scientifique. Et c'est l'équipe de Lyon, Claude Guérin, Jean-Christophe, Richard, et ils écrivent « Nous avons conduit une étude contrôlée randomisée chez des patients en choc septique pour examiner si le remplissage vasculaire, guidé sur des indices de précharge dépendance, c'est-à-dire des indices comme le delta PP, de la pression pulsée, ou bien le lever de jambe passif, pouvait réduire la durée du choc septique en comparaison avec le remplissage guidé par la pression veineuse centrale. Et donc, c'est une étude contrôlée, randomisée, prospective. Et finalement, les conclusions, c'est de dire, chez les patients en choc septique, guider le remplissage sur les indices de précharge dépendance n'a pas d'impact sur la durée du choc. Bon, bah alors, c'est ça qu'on va retenir, bien évidemment. Mais quand on regarde de près, ils avaient parié sur une durée du choc du groupe contrôle de 9 jours. Et donc, ils avaient fait leur calcul de l'effectif en fonction de ça. Et ils avaient anticipé en disant, ben, on voudrait que ça réduise de 1,5 jours par rapport à 9. Et si ça réduit de 1,5 jours, avec une puissance de 80% et un risque alpha de 0,05, il faut 60 patients, 30 dans chaque groupe. Et donc, en fin de compte, après l'étude, ils se sont aperçus que la durée du choc, même dans le groupe contrôle, n'était pas de 9 jours, mais de 3 jours. Donc, naturellement, l'étude n'avait aucune chance de réussir, parce qu'ils avaient mal évalué leur durée du choc du groupe contrôle. Alors, pourquoi? Je ne comprends pas. Personnellement, je ne comprends pas, parce qu'ils avaient mis comme référence, vous voyez, 9 plus ou moins 2, référence 22. Et quand on va chercher la référence 22, on trouve un article, en effet, publié en 2003. 2003, c'est déjà, vous voyez, l'article était publié en 2015, 12 ans après. Et 2003, un article qui vient d'Arabie Saoudite. Alors moi, j'ai visité les services en Arabie Saoudite. Hein. Ils sont vraiment haut niveau. Néanmoins, la typologie des patients n'est pas la même. Les états de choc ne sont pas forcément la même chose. On n'a pas forcément les mêmes pathologies. Et on ne peut pas prendre comme seule référence pour la durée du choc du groupe contrôle 9 jours, au prétexte qu'en Arabie Saoudite, dans une étude il y a 12 ans, ils ont trouvé 9 jours. Et tout était basé sur 9 jours, et donc ils ont échoué. Et ça, c'est un piège, parce que cette étude, pour moi, elle n'est pas valide pour le critère, en tout cas, durée du choc. Troisième point, la définition de la population, elle doit être clairement établie dans l'étude, des critères d'inclusion et exclusion, on vous l'a dit, elle doit correspondre à des patients de la vie réelle. Alors, un exemple, une autre étude New England. Ils ont comparé une attitude thérapeutique basée sur un cathéter de Swan-Ganz, PAC, ça veut dire pulmonary artery cathéter, et puis une attitude thérapeutique basée sur la
sur la cathéter veineux central, CVC. Ils ont comparé randomisé en disant, bon, on va voir qu'est-ce qui est le meilleur. Et puis regardez les patients, ce qu'on appelle le flowchart. Regardez un petit peu. Ils avaient screené 11 000 patients. C'est une étude multicentrique randomisée américaine. Et in fine, ils ont inclus 1000 patients, 1100 patients, 1000 patients. C'est-à-dire le 10e de ce qu'ils ont screené. Donc déjà, les conclusions de l'étude, déjà, elles ne peuvent pas être universelles, puisque ça correspond à 10% de la population de ce qu'ils ont screené. Et en plus, quand on regarde en détail, je vous les grossis, eh bien, on s'aperçoit qu'ils ont exclu 20% de ceux qui avaient déjà un cathéter artérielle en place. Or, c'est probablement ceux qui étaient les plus graves, ou c'est ceux qui avaient le plus besoin du cathéter. Il avait été jugé important de le mettre par les médecins en charge. Et en fait, ils ont exclu. Ils ont exclu aussi les patients qui ont une pathologie chronique obstructive, qui est probablement avec une dysfonction ventriculaire droite. L'intérêt du cathéter de Swan-Ganz, justement, par rapport... parce qu'on peut différencier les deux ventricules avec la Swan, alors qu'avec la pression veineuse centrale, on peut distinguer qu'un seul ventricule, etc., etc. Autrement dit, la population qu'ils ont étudiée ne correspond pas à la population chez qui on se pose la question de mettre un cathéter Swan-Ganz. Et puis, je vais un peu plus vite. Une dernière étude. Alors celle-là, c'est le must de la mauvaise étude. Et je l'ai dit aussi aux auteurs. C'est une étude multicentrique randomisée publiée dans le New England, il y a assez récemment, vous voyez, puisque c'est en octobre 2016, online, qui compare le lévosimendan à placebo dans le choc septique. Lévosimendan, c'est un médicament inotrope et vasodilatateur, qui est un peu comme l'adobutamine, mais un peu plus vasodilatatrice. Et il compare sur la dysfonction d'organes ou sur la sévérité des dysfonctions d'organes dans le choc septique. C'est-à-dire qu'il donne soit du lévosimendan en plus du traitement, soit du placebo en plus du traitement. Voilà. Et ils font une grande étude randomisée, multicentrique, etc. Les patients éligibles, c'était des patients avec choc, qui avaient déjà des vasopresseurs depuis au moins 4 heures, donc c'est des patients sévèrement atteints, et ils recevaient soit du lévosimendan, soit du placebo. Le critère de jugement principal, c'était le score SOFA, c'est un score de sévérité. Ils le faisaient quotidiennement, jusqu'à J28, ils faisaient la moyenne du score SOFA. Et puis, ils avaient des critères de jugement secondaires, qui étaient la mortalité à J28, le sevrage à ventilation et les événements indésirables. Celle-là, elle ne passe pas, c'est dommage. Pour vous dire qu'il n'y avait pas de différence de mortalité. Et en termes de sévérité, c'est la précédente, excusez-moi, il n'y avait pas de différence non plus sur le score SOFA. Mais elle ne passe pas. Pas de différence sur le critère principal, pas de différence sur le critère secondaire, pas de différence, ou même une différence en faveur du placebo sur le sevrage de la ventilation, en faveur du placebo, et aussi plus d'arythmie dans le groupe lévosimendan. Plus d'arythmie. Et des effets cardiovasculaires assez désastreux, puisqu'ils avaient une pression artérielle moyenne plus basse sur les 24 premières heures, là où tout se décide. Et après, c'était similaire, mais ils mettaient plus de noradrénaline pour éviter que la pression baisse dans le groupe lévosimendan. Donc, catastrophe. Catastrophe. Sur le critère principal, il n'y avait pas de différence, mais sur les critères secondaires, moyen. Et donc, ils concluent bien évidemment que ce n'est pas bon. Ils disent qu'il y a plus d'arythmie, le sevrage de la ventilation est plus long, etc. Les forces de l'étude, c'est quoi? C'est que les multicentriques randomisés en double aveugle. Elle est publiée dans un très grand journal. Mais il y a une énorme erreur de casting. Parce qu'en fait, le lévosimendan, c'est un médicament qui augmente la contractilité et qui dilate les artères. Il y a un fort risque d'hypotension. Et donc, il doit être réservé aux patients avec une dysfonction cardiaque, c'est-à-dire ceux chez qui le bénéfice est supérieur au risque, le bénéfice d'améliorer la contractilité est supérieur au risque de vasodilatation. Si vous donnez ça à des patients qui ont une contractilité normale, eh bien évidemment, vous n'avez que les risques. Et là-dedans, il n'y avait pas de dysfonction cardiaque documentée. Ils n'ont fait aucune échocardiographie. Et naturellement, le lévosimendan était donné principalement à des patients sans dysfonction cardiaque, chez qui le risque était bien évidemment supérieur au bénéfice. Et c'est comme si on donnait, par exemple, à des patients tout venant qui viennent voir leur généraliste, eh bien, un antihypertenseur versus un placebo. Tout venant, sans identifier l'hypertension. Naturellement, ça aurait été désastreux. Et l'essai aurait conduit à une surmortalité dans le groupe antihypertenseur. Et pourtant, il faut traiter l'hypertension. On n'a pas identifié l'hypertension ici. On n'a pas identifié l'hypertension chez les patients du groupe lévosimendan. Ma conclusion,
c'est que, vous voyez, il y a des très grands journaux. On fait assez confiance aux résultats des études de ces très grands journaux, mais il faut être vraiment très méfiant parce qu'on peut avoir des énormes pièges et prendre pour argent comptant ce qui est une mauvaise étude. Et je suis désolé, mais la dernière étude Evo-Simandon, c'est scandaleux qu'elle ait été publiée dans un journal de cette qualité. Voilà, je vous remercie.